Le grand empire akkadien est tombé. Ce qui était autrefois un centre de pouvoir et d'innovation était devenu poussière. Ses puissants souverains réduits à de lointains échos dans le vent. Les Gutiens, considérés par les Sumériens comme des étrangers non civilisés, avaient pris le contrôle. Mais ils ne gouvernaient pas, ils se contentaient d'occuper. Pendant près d'un siècle, la Mésopotamie est restée fracturée, sans chef, dans l'attente d'une nouvelle force, d'une nouvelle promesse. Mais les promesses ne naissent pas du néant. Elles sont forgées dans le feu de l'adversité. Et tandis que les Gutiens s'accrochaient aux vestiges de la gloire akkadienne, les véritables héritiers de la terre se préparaient. Des chefs comme Gudea de Lagash ont maintenu l'ancienne foi en vie, régnant avec sagesse et préservant la culture sumérienne. Mais au-delà des villes de Sumer, quelque chose de nouveau était en train de se produire. Un peuple venu de l'ouest avait commencé à s'installer en Mésopotamie. Ils n'étaient ni sumériens ni akkadiens. Il s'agissait des Amorites, et ils étaient sur le point de tout changer. La Bible décrit les Amorites comme un peuple puissant, craint même par les Israélites, Genèse 15h16. Guerriers nomades, commerçants astucieux, conquérants implacables. Ils ne cherchaient pas seulement à survivre, ils cherchaient à régner. C'est ainsi qu'entre la chute d'un empire et l'avènement d'un autre, l'histoire a trouvé une nouvelle voie. Babylone, ville oubliée parmi tant d'autres, allait bientôt s'élever pour devenir le centre d'un nouveau monde. Voici le chaînon manquant entre Akka et Babylone. Une histoire de résilience, de foi et d'ambition. Et si vous voulez vraiment comprendre comment naissent les empires, restez avec nous jusqu'à la fin. L'homme qui allait mettre fin à cette période était Tutu-Igal de la 5e dynastie d'Uruk. Il forma une coalition de Sumer et affronta le grand roi Gutien Tirigan, l'attirant dans un piège et le battant après avoir arrêté 2 des envoyés gutiens. Tirigan s'enfuit sur son char de guerre et tente de s'échapper, mais il est capturé et exécuté par Utu-Igal, qui instaure alors une brève période d'hégémonie urukienne. Cependant, en 2112 avant Jésus-Christ, un Ensi nommé Ur-Nammu a renversé l'hégémonie d'Uruk et a établi la 3e dynastie d'Ur. 5 rois de ce nouvel empire naissant ont régné jusqu'en 2004 avenue Jésus-Christ et ont consolidé leur domination grâce à des talents administratifs efficaces et étendus, plutôt que par un expansionnisme constant. La 3e dynastie a mis en place la première économie contrôlée directement, tandis que les cités-États de Sumer et d'Akka, traditionnellement indépendantes, perdaient leur autonomie. Pour la première fois, les Ensi n'étaient pas des représentants autochtones du Grand Empire, mais des gouverneurs nommés, sous l'autorité des rois d'Ur. Cette situation est similaire à la manière dont les villes grecques ioniennes ont été initialement administrées par les tyrans nommés par les Perses après leur conquête de la Lydie, où des gouverneurs ont été installés à Éphèse, à Lycarnasse et dans d'autres villes de la région. En outre, les dieux sumériens autochtones ont été remplacés par les rois déifiés d'Ur. Cette perte d'autonomie et la perturbation des pratiques religieuses traditionnelles ont probablement engendré une grande colère à l'égard des rois d'Ur, et les sources laissent entendre que de nombreuses rébellions ont eu lieu, mais qu'elles n'ont pas été documentées par la dynastie régnante. Malgré cela, les villes de Sumer ont connu une grande prospérité au cours de la 3e dynastie d'Ur, la construction de nouveaux canaux favorisant l'ouverture de nouvelles routes commerciales dans tout le royaume. La plus durable de toutes les réalisations d'Ur fut la ziggourate d'Ur, qui a survécu jusqu'à aujourd'hui, 4100 ans plus tard. Si vous aimez découvrir l'histoire biblique et son impact sur le monde d'aujourd'hui, cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce faisant, vous aiderez non seulement à diffuser ces connaissances à un plus grand nombre de personnes, mais vous participerez également à la diffusion de la vérité. Votre soutien est essentiel pour poursuivre ce voyage sur ces sujets fascinants. Le calcul de la richesse des sols et d'autres estimations de la production optimale de biens ont également été effectués, ce qui a permis d'accroître considérablement l'efficacité économique du système centralisé. Toute cette prospérité a profité aux grandes villes, mais a également permis à d'autres centres plus petits de prospérer et de se développer. L'une de ces villes récentes, qui n'était auparavant qu'une petite ville obscure, s'est développée pour devenir l'un des centres économiques provinciaux de l'empire de la 3e dynastie d'Ur, Babylone. Comme tous les empires, la 3e dynastie d'Ur a commencé à décliner vers la fin du 21e siècle avenu. La famine, la sécheresse et les invasions d'un nouveau groupe nomade, les Amorites, ont commencé à faire des ravages, et l'empire a cessé d'exister en 2004 avant Jésus-Christ, lorsqu'une série de conflits avec leurs voisins orientaux s'est achevée, avec l'Élam comme vainqueur, qui a ensuite détruit Ur. Dans ce vide de pouvoir mésopotamien, les tribus amorites se sont multipliées, nourrissant désormais des ambitions royales. Ces nomades semi-pastoraux, dont le nom signifie littéralement « peuple de l'Ouest », sont censés être originaires de la région d'Éoplateau, à l'ouest du cours moyen de l'Euphrate. Ces Amorites sont ceux-là même que les Israélites auraient vaincus dans les textes bibliques. Avant les migrations vers les vallées fluviales, leur mode de vie consistait en des déplacements saisonniers entre les zones semi-arides en hiver et les zones humides en été pour s'occuper de leurs troupeaux. Le conflit entre les civilisations sédentaires de Mésopotamie et les Amorites a commencé dès le règne du roi akkadien Shaka-Lishari,
au cours duquel une bataille a été livrée contre les nomades, comme l'atteste le nom de sa 12e année. L'arrivée d'un grand nombre d'Amorites dans la région du Tigre et de l'Euphrate, comme nous l'avons déjà mentionné, a été un facteur clé du déclin et de la chute de la 3e dynastie d'Ur, leur première installation massive dans la région mésopotamienne étant datée de cette période. Les invasions amorites du Proche-Orient se sont déroulées en plusieurs phases. Au cours de la première, ils envahissent et dominent la Palestine. Au cours de la seconde, ils se dirigent vers le nord et envahissent la région syrienne, y compris Ebla, Mari, Yamad, Katna et Ikaltom. Enfin, ils ont envahi le nord et le sud de la Mésopotamie, prenant racine et établissant des dynasties à Issin, Larsa et Babylone. En découvrant la civilisation sophistiquée et apparemment splendide qui s'était développée dans la région de l'Euphrate et du Tigre, ils ont dû vouloir en faire partie et ne l'ont jamais quitté, se fondant si bien dans les populations locales qu'après quelques décennies, ils ne pouvaient plus être distingués des autochtones. Nous savons que cette période a été marquée par des guerres entre les royaumes dispersés du Proche-Orient, mais nous ne connaissons pas les détails de la plupart de ces royaumes. Le royaume amorite le plus connu au nord était finalement centré sur l'ancienne ville de Mari. Pendant la période de la 3e dynastie d'Ur, Mari était nominalement un vassal des rois d'Ur et a connu la prospérité, mais a subi un fort déclin après sa chute, et Mari elle-même a même été abandonnée. Vers la fin du 19e siècle avant Jésus-Christ, un souverain d'origine amorite similite nommé Yajidlim conquiert de nombreuses villes dans la région de Mari, sur le moyen Euphrate. Poursuivant sur sa lancée, il prend la vieille ville comme capitale en 1830 avant Jésus-Christ et fonde le 3e royaume mariate sous la dynastie dite de Lim. Son fils, Yadin-Lim, hérite du trône et entame le siècle le plus prospère de Mari. Il introduit la langue et le style d'écriture babylonien comme norme administrative, reprend l'ancienne pratique akkadienne des noms d'années, poursuit les conquêtes militaires contre les États voisins et les tribus nomades, construit des systèmes d'irrigation et des forteresses pour consolider les gains territoriaux. Le dynamisme de cette nouvelle dynastie amorite a fait de Mari l'État dominant sur le cours moyen de l'Euphrate, mais une extension excessive allait bientôt avoir des conséquences désastreuses. Cette période de fragmentation de l'ancienne Mésopotamie est marquée par des guerres incessantes, et le souverain de Mari tente de s'étendre vers le fleuve Abur, ce qui l'amène à entrer en conflit avec le royaume de Haute-Mésopotamie, dirigé par Shamshi-Adad. Après quelques défaites face à son nouvel ennemi, Yadin-Lim est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son fils en 1795 avant Jésus-Christ, puis, 2 ans plus tard, Mari est conquise. Shamshi-Adad était lui-même l'un des grands souverains de la période amorite. Il appartenait également à une famille de chefs de tribus amorites qui avaient longtemps combattu le Yajidlim susmentionné et l'État d'Eshnuna au sud-est. Pendant une période de faiblesse du futur souverain, Shamshi-Adad a dû fuir vers l'État émerge de Babylone, car sa ville natale d'Akalitom était menacée par les domaines voisins. Cependant, après quelques années d'exil, il revient au pouvoir à Akalitom et soumet l'ancienne région assyrienne et assure elle-même. Il renverse le roi assyrien Erécham du trône et se déclare roi d'Assyrie. Cette région est alors attribuée à son fils aîné Ishmi-Dagan, avec une capitale à Akalitom. L'un des moments clés du règne de Shamshi-Adad est la conquête de la dynastie Lim de Mari, en proie à des querelles internes, et la nomination de son fils cadet, Yasma-Adu, comme co-responsable de la région. Pendant ce temps, Shamshi-Adad construit lui-même une ville entièrement nouvelle, nommée Shuba-Enlil. Il établit ainsi un système de gouvernement presque triarchique, ses fils jouant à la fois le rôle de co-roi et de gouverneur de régions importantes. Nous connaissons également les relations contrastées entre Shamshi-Adad et ses 2 fils en ce qui concerne leur position. Il favorisait son fils aîné Ishmi-Dagan, considéré comme un administrateur compétent et capable de gérer sa province, et le laissait souvent gouverner sa région de manière indépendante. Le fils cadet, Yasma-Adu, est quant à lui considéré comme immature, incompétent et ayant constamment besoin d'être guidé par son père et son frère. À une occasion, il construisit de nombreuses statues des dieux à Mari, sans tenir compte des coûts récurrents du bétail nécessaire au sacrifice. Cependant, il est possible que ces tensions aient été exacerbées, voire causées, par les demandes constantes de Shamshi-Adad concernant les ressources économiques de Mari. Qu'il s'agisse de fournir des troupes pour ses nombreuses entreprises militaires ou des spécialistes techniques et administratifs pour ses nombreux projets de travaux publics, le statut subordonné de Mari a constamment drainé la ville. Après avoir conquis Mari, Shamshi-Adad disposait désormais d'une frontière occidentale avec le puissant royaume de Yamad, dont la capitale se trouvait à Alep. Inquiet de cette menace potentielle, une alliance matrimoniale est conclue entre l'empire basé à Shuba-Enlil et le Katna, qui se trouve au sud du Yamad. Durant cette période de suprématie, on suppose que l'un des vassaux de Shamshi-Adad aurait été le roi amorite de la Babylone naissante, Hammurabi. Malgré la brève période de prospérité dont jouit son empire étrangement administré, celle-ci ne durera pas. Les nomades Turukku des monts Zagros pénétrèrent profondément dans le nord de la Mésopotamie et de nombreuses régions de l'empire se rebellèrent. De plus, l'allié de Shamshi-Adad, le puissant royaume d'Eshnuna, meurt et est remplacé par un roi hostile et ambitieux.
Pendant ce temps, Yamad commence à lancer des attaques depuis l'ouest. Au fur et à mesure que son règne avance, il délègue de plus en plus d'autorité à ses fils et à sa famille. Et finalement, en 1776 avant Jésus-Christ, Shamshi-Adad meurt. Le segment mari de son empire s'effondre presque immédiatement sous le règne de son fils cadet incompétent, qui est expulsé et remplacé par un prétendu prétendant à la dynastie Lim, Imri-Lim. Pendant ce temps, Ishmi-Dagan ne conserve le contrôle que d'une région assyrienne considérablement réduite, comprenant principalement Assur, Ikalitom et les environs immédiats. Au cours des décennies suivantes, il entre en rivalité avec Zimri-Lim. Malheureusement pour Ishmi-Dagan, la dynastie expansionniste des Lim le coupe des routes commerciales prospères de Sumer et d'Anatolie, ce qui affaiblit encore son influence. Les guerres incessantes entre les rivaux ont fini par attirer d'autres puissances de la région, désireuses de tirer profit du conflit, telles que Larsa, Babylone, Issin et d'autres. Finalement, cette fragmentation du pouvoir a provoqué une plus grande période de guerre dans la région, lorsque le royaume d'Eshnunna a commencé à s'étendre rapidement vers le nord et l'ouest. Tout comme les empires de l'Antiquité se sont battus pour le pouvoir et la domination, l'histoire de l'humanité reflète une bataille encore plus importante, la lutte entre le bien et le mal, entre la justice et la corruption. Et comme ceux qui recherchaient leur propre gloire sont tombés les uns après les autres, un seul roi reste invaincu, Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour conquérir des terres avec des épées ou des sièges, mais pour libérer les cœurs par l'amour et la rédemption. Contrairement aux rois de Babylone, de Marie et d'Élam, qui se sont levés et sont tombés, le Christ règne pour toujours, apportant un royaume qui ne peut être ébranlé. La véritable victoire ne se trouve pas dans des hégémonies temporaires, mais dans la reconnaissance qu'il n'y a qu'un seul chemin vers la paix et la justice réelle, et ce chemin, c'est Jésus. Si vous voulez découvrir d'autres vérités éternelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne.